Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Question d'actu. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, ou l'OPEP+, ont décidé de continuer à approvisionner le marché mondial du pétrole avec une quantité supplémentaire de 400 000 barils par jour en janvier 2022, à l'issue des travaux de la 23e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non OPEP. La part de l'Algérie est de l'ordre de 10 000 barils par jour, hissant la moyenne de production nationale à 972 000 barils par jour pour janvier prochain. Et j'annonce que le baril de Brent a franchi à nouveau le cap des 80 $. Alors l'équilibre attendu du marché continue à être déterminé par l'évolution de la pandémie de la Covid-19, un facteur clé d'incertitude. Après une année difficile en 2020, Sonatrach réalise une hausse de 70% de ses recettes en 2021. Le montant total des exportations d'hydrocarbures a dépassé les 34,5 milliards de dollars en 2021 contre 20 milliards de dollars en 2020, selon le PDG de l'entreprise. Alors quel impact auront ces hausses sur notre économie? Combien de temps vont-elles durer? Quelles sont nos perspectives et nos prévisions pour les prochaines années dans le segment Oil and Gas? On en parle ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Ali Kefaifi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en énergie, ancien directeur de la prospective et de la stratégie au ministère de l'Énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Khaled Bourkhlifa, bonsoir. Bonsoir. Expert en énergie également et ancien directeur général de l'énergie au ministère de l'Énergie toujours. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Monsieur Mostafa Mekidesh, expert en énergie également et ex-directeur général de l'entreprise nationale d'engineering pétrolier. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Merci de m'avoir invité. Ce n'est pas une surprise, finalement, les 23 pays réunis dans l'OPEP+, poursuivent sans le modifier le rythme engagé chaque mois depuis mai 2021, cette politique d'augmentation graduelle de la production. Ça a permis un peu de soutenir les prix que nous enregistrons aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et on ne change pas non plus une ligne stratégique qui est efficace du point de vue de sa mise en œuvre. Donc la OPEP+ a continué dans ses principes à la fois de précaution, mais également de responsabilité, à participer de façon à mon avis, importante donc à l'équilibre du marché, au retour à l'équilibre du marché dans les hydrocarbures qui avait été fortement perturbé, je le rappelle, donc par la crise du Covid, oui, puisqu'on a perdu un tiers de nos recettes. Vous le disiez tout à l'heure, on était à 20 milliards de dollars. Oui. Donc, et tout ça donc, parce qu'il y a donc une analyse extrêmement sérieuse de l'évolution de la conjoncture, de l'offre et de la demande pétrolière qui est faite par un comité d'experts donc, qui a été mis en place par l'OPEP+, et qui suit, si vous voulez, l'évolution de la demande, essentiellement, puisque ça, j'ai trouvé un équilibre. Hein, voilà. Oui. Et donc, il a été examiné et conclu que, finalement, l'Omicron, c'est-à-dire la crise donc, du nouveau variant, ne va pas bouleverser de façon fondamentale pour le volume en tout de la cas. demande. Non, oui. donc pour le moment, donc, même si... on reste prudent sur la question. Il faut rester prudent, mais l'aspect, c'est que la gravité, si vous voulez, en tout cas sur le plan économique, hein, donc, y compris sur le plan sanitaire, donc de ce nouveau variant, n'a pas la même acuité et dangerosité que les variants précédents, ce qui fait que l'un dans l'autre, l'activité économique va continuer. Il y a une reprise de l'activité économique. Et donc il n'y aura pas donc, un recul de la demande qui pourrait faire si vous voulez, avoir un effet direct sur la diminution des prix du brut. On va développer tout cela. Alors, il y a une reprise de l'activité économique. On évalue l'Omicron moins dangereux. Il y a une certaine résilience aujourd'hui. C'est ça qui a permis que ces prix soient soutenus ainsi. Oui, c'est par rapport au mois de décembre, si vous vous souvenez, l'OPEP avait décidé de mettre sur le marché 400 000 barils comme d'habitude. Mais ils ont laissé la science ouverte parce qu'ils n'étaient pas sûrs encore des effets qu'allait avoir le nouveau virus, l'Omicron. Ce qui fait que lors de cette réunion, premièrement, je crois qu'ils se sont rendus compte aussi que l'OPEP n'a pas mis sur le marché les 400 000 barils qu'elle devait mettre, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas pu atteindre leur quota. Et deuxièmement, ils se sont rendus compte que malgré les pressions, le déstockage des stocks de sécurité américains, chinois, japonais, etc., malgré toute cette pression,
les prix se sont stabilisés. Et c'est pour cela que cette fois-ci, ils ont décidé, en quelques mois, c'est une réunion qui n'a pas duré. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine confiance que malgré qu'il y a la fermeture, il y a l'annulation des vols, etc., un peu de ralentissement, de l'économie par rapport à octobre-novembre où elle avait repris. Maintenant, c'est l'effet inverse. Il y a des avions il y a des milliers de vols qui sont annulés actuellement. Donc malgré cela, ils ont continué dans leur démarche qu'ils avaient adoptée en 2016 et qu'ils ont revue en 2019 pour aller certaines analyses précisent que c'est dû aussi à la hausse de la demande des jets privés. Est-ce qu'on peut mais pas uniquement, non. Je crois que ça c'est pas l'argument essentiel. Notre argument, c'est que le fait, c'est qu'il y a eu un effet de retournement sur le pétrole du fait qu'on n'a pas alimenté de façon suffisante les marchés gaziers internationaux. Il y a eu donc une grande lutte entre la Chine, les marchés asiatiques de façon plus générale, et l'Europe, pour essayer d'avoir le maximum de... Ce qui fait qu'on s'est retourné sur le pétrole. On va développer cette partie-là. Avant, je vais vous demander de regarder avec nous ce sujet sur la réunion de l'OPEP+, qui s'est tenue hier par visioconférence. Lors de ces deux réunions, il a été question d'évaluer la situation du marché pétrolier international et ses perspectives à court terme, mais aussi l'impact du nouveau variant de coronavirus, Omicron, notamment sur l'approvisionnement et la stabilité du marché pétrolier international. Nous avons noté avec satisfaction que le taux de conformité de l'ensemble des pays signataires de l'accord a atteint les 117%. Donc c'est un taux très appréciable qui a permis aussi de prendre une décision par rapport à l'évolution du marché et surtout pour le mois de février, d'augmenter notre production OPEP, non-OPEP, de 400 000 barils par jour. Cette augmentation pour l'Algérie signifie 10 000 barils par jour, donc notre production va passer à 982 000 barils par jour pour le mois de février. Bon, c'est une situation qui est très favorable et nous avons remarqué que les fondamentaux du marché sont corrects. Et nous allons continuer le monitoring pour pouvoir ajuster ou intervenir en cas échéant, mais beaucoup plus les contacts entre les pays OPEP et non-OPEP et de rester vigilant par rapport à cette phase de propagation du virus. En effet, l'extrême contagiosité du nouveau variant Omicron peut impacter les fondamentaux du marché pétrolier et présenter un risque majeur sur le fonctionnement des économies et par conséquent sur la demande de pétrole. Alors on l'a compris, donc on reste très prudent sur les chiffres, on ne peut pas s'avancer sur le long terme, ça fluctue du jour au lendemain. Alors on a parlé de la situation en Algérie qui est favorable pour nous avec cette augmentation des prix du baril à $80, est suffisant ou pas assez, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, les 10 millions de barils par jour pour l'Algérie. Pourquoi ce chiffre? Est-ce que c'est 10 000 barils par jour? Est-ce que c'est le maximum de nos capacités? Alors pourquoi ce chiffre? Là, peut-être, il faudrait poser la question. Ou est-ce qu'on peut aller plus loin ou comment ça se passe? En fait, c'est juste pour expliquer aujourd'hui comment ça se passe. En fait, peut-être, on va essayer de monter d'un degré au-dessus, au niveau du modèle donc, de concurrence, de ce modèle de ce qu'ils appellent Stackelberg. Si vous voulez, il y a deux objectifs. Enfin, un objectif fondamental visé par l'OPEP, c'est la stabilité des prix. Donc, réduire la volatilité des prix. Mais il y a aussi des objectifs, ça c'est globalement pour l'OPEP. Maintenant, pour le pays, je m'exprime en tant que, sur le plan purement théorique. Hein. Mais chaque pays a un objectif différent. Il y a deux grands objectifs après celui-là. Il y a l'objectif marché et l'objectif prix. En ce qui concerne certains pays, enfin je n'emmène pas l'Arabie Saoudite, mais c'est l'effet prix. Pour deux raisons, c'était l'effet prix, pour deux raisons, parce qu'il fallait mettre en bourse Aramco et l'entreprise nationale de l'Arabie Saoudite pour l'Arabie Saoudite. Donc ils n'ont pas pu la vendre, donc elle était de l'ordre de 2000 milliards de dollars, donc ils n'ont essayé de mettre en bourse que peut-être 5%. Et il y a la part de marché.
notre intérêt à nous, en Algérie, bien sûr, dans la mesure où il y a un surplus de capacité, c'est la part de marché, mais aussi, sans négliger, la partie prix. La partie prix, pourquoi? À cause de l'équilibre budgétaire. Là, je ne vais pas trop parler, je vais peut-être m'arrêter, mais juste préciser une chose. Les changements qu'il y a, peut-être on en rediscutera si ça vous intéresse, des changements qu'il y a de 2021 par rapport à 2020. Oui, bien sûr. Et le long terme aussi, qui sont d'autres cycles. Mais surtout 2021 par rapport à 2020. 2021 par rapport à 2020, si vous voulez, l'Arabie Saoudite avait un sérieux problème d'équilibre budgétaire. Comme le disait M. Boukhlifa, donc pour l'équilibre budgétaire, c'est à peu près, le leur, c'était à peu près, il fallait 80 pour nous, donc c'était M. Les estimations sont de l'ordre de $140. Hein. Avec le prix actuel, donc ils ont pu équilibrer leur budget, leur balance. Donc il y a un petit changement qui va avoir lieu cette année. Et donc quand il y a le PDG de Sonatrach qui parlait de $100, oui. Pas que lui, hein. Il y a aussi des banques mondiales et américaines qui prévoient une augmentation jusqu'à $125. Oui, mais bon, pour l'instant, on parle de $100. JP Morgan, ce qui d'habitude dit toujours, mais JP Morgan, c'est un peu pour plaire à ses clients. Mais si c'est une question d'intérêt quelque part. Hein. C'est donc ça. voilà, on se situe la véracité. Mais sur lequel c'est des prévisions qui ont été faites avant le nouveau virus. Hein. L'Omicron, il n'y avait pas de contingence. Sur les chiffres d'équilibre qui sont régulièrement donnés depuis une décennie ou peut-être plus par les institutions de Bretton Woods, se disant voilà, donc pour que vous puissiez atteindre votre équilibre budgétaire, il va falloir avoir un prix du baril, sachant par ailleurs donc à des productions fixées et connues à l'avance, vous devriez avoir à 100, 120, 130. Ça, c'est un effet de... Je ne sais pas le contenu réel de la démarche scientifique, du modèle. Donc là, j'en parlerai avec Ali, donc pour qu'on puisse avoir plus de précision. Mais en général, c'est fait pour avoir un effet... avec les $80 Non, c'est pour dissuader, si vous voulez, par certaines politiques, donc de ce qu'ils appellent, eux, des dérives budgétaires, mais qui sont en fait la couverture de besoins sociaux dans certains cas. Ce qui fait qu'on utilise donc à tort et à travers un chiffre 110, 120, 130, $140. Donc, et puis donc on ne sait pas... Est-ce qu'on a des estimations pour chez nous à combien il faudrait estimer le prix du Mais pourquoi voulez-vous donc que l'on puisse... On est déjà gagnant, vous direz, voilà, donc déjà on était, je vous rappelle simplement qu'on était à des prix du brut négatifs, hein. On dit donc à New York un jour, hein, et puis ensuite on est passé donc à $20, moins de $20. Donc le moindre dollar de plus. Si vous voulez avoir ce type de réflexion, il y a la nécessité d'avoir une rigueur budgétaire. C'est un débat qu'il ne faut pas relier à la rente, parce que chez nous la rente est en train de s'épuiser. On est, pour vous donner un exemple, hein, en arrondissant les chiffres, donc OPEP+, si on prend trois pays, la Russie c'est 10 millions de barils jour, l'Arabie Saoudite 10 millions de barils jour, et l'Algérie on arrive à peine à 1 million de barils jour. Ce qui veut dire que on n'est pas dans donc on est en fin de rente pétrolière et d'hydrocarbures de façon plus générale, mais pétrolière de façon... Ce qui explique ce choix des 10 000, c'est un peu nos capacités oui, tout à fait. Moi je pense que si on arrive à produire plus... Je pense, je n'ai pas beaucoup plus de précision que c'est allé, mais je pense que c'est lié à la capacité de production du pays et à l'incrément, le volume qu'ils augmentent, ils sont obligés de le partager entre les pays. Et chacun, en fonction de ses capacités, on lui donne un peu... C'est selon les capacités. D'ailleurs, le Kazakhstan, à un certain moment, et les Émirats ont remis en cause le mode de calcul. Le mode de calcul c'est pas neutre. Était calculé sur un temps T0. Ensuite, les gens ont dit non, il faudra calculer notre part à partir du temps T1.
Donc je pense que c'est lié à deux facteurs. Hein. Moi, je voulais revenir à un chiffre qu'a donné le ministre dans le reportage que vous avez fait, là, que votre collègue a fait. Oui, en disant que finalement, on a respecté les engagements de l'OPEP à 117%. Alors il faut s'interroger, pourquoi on a pu respecter aussi facilement et même dépasser? On l'a dépassé, ce n'est pas une bonne chose toujours. C'est parce qu'il faut rappeler que les investissements ont été arrêtés par les grands majors et par les pays, donc, y compris Sonatrach, qui a reporté ces investissements, je vous rappelle, moins d'exploration, moins d'investissements. Absolument. Et ces investissements qui n'ont pas été faits, y compris dans la grosse maintenance, dans le secteur pétrolier de façon générale, donc font que vous avez des difficultés à reprendre au même niveau que vous aviez avant la crise Covid. Ça, c'est un premier point qu'il va falloir. Donc, et il y a d'autres pays aussi qui sont en difficulté. Et puis le deuxième point, je n'ai pas terminé, madame, si vous permettez, c'est d'autres menaces qui sont directes, qui sont liées avec le post-conférence de Glasgow, du sommet sur l'environnement, qui vous dit maintenant le pétrole, on ne doit plus, donc les pays européens ont tenté de faire l'exercice et puis ils ont reculé en disant nos pays ne vont plus participer au financement des projets pétroliers en dehors de nos frontières. Absolument. Du charbon et du pétrole. Et là maintenant, on entend notre discours. Il y a cette frilosité des entreprises par rapport à ça. Ça a contribué au fait qu'il n'y a pas assez de quantité. Et d'ailleurs, pour le gaz, on le voit bien ce qui s'est passé. Donc, pour des raisons géostratégiques aussi. Voilà. C'est-à-dire, pour le charbon, les énergies fossiles en général, au départ, ils ne parlaient que des émissions de CO2. Donc les plus polluants, le charbon et le pétrole, ils ont commencé à donner des instructions aux banques pour ne plus financer. Ensuite, ils sont même arrivés à commencer à réfléchir pour la question du gaz. Parce que jusqu'à maintenant, comme vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement global de la Terre, vous avez 4 types d'émissions. La vapeur d'eau, contre laquelle on ne peut rien faire, c'est un gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 et les émissions de méthane. Et là, depuis quelque temps, l'Union internationale du gaz, elle a lancé des études en disant que le gaz est un fossile aussi polluant parce qu'il y a la question du méthane, parce qu'il dégage du méthane tout au long du processus de la chaîne, que ce soit au niveau de l'exploration, au niveau du pipe, etc. Et donc, ils ont commencé à s'attaquer pour dire même le gaz, ils allaient interdire aux banques de financer les infrastructures. Ensuite, quand ils ont eu le cas dernièrement, le cas du gaz, quand la crise du gaz, à cause des éoliennes, etc., qui n'ont pas fonctionné, ils se sont rendus compte que le gaz doit jouer mieux encore. Oui, tout à fait. Mieux encore, ce que je veux, c'est que maintenant l'Union européenne a considéré, a labellisé comme énergie verte le gaz naturel au même titre que le nucléaire. Alors quand même, il faudra s'interroger sur ce C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est selon les intérêts de tous les pays, on cherche à aller vers cette alternative de transition énergétique, mais finalement, est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles? En tout cas, pour le Conseil mondial de l'énergie. On cherche à les décarboniser, mais ce n'est pas encore possible, finalement. Pour le Conseil mondial d'énergie, jusqu'à 2050, en tout cas, minimum. Monsieur Kilfessi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, si vous voulez, c'est le problème de l'OPEP. Enfin, je ne voudrais pas le minimiser, mais c'est un petit, pour l'Algérie, parce que chaque pays a son problème. Arabie Saoudite, Wahda, Russie, Arabie United Arab Emirates. Nous, si vous voulez, notre problème, et puis je ne voudrais pas dire qu'on n'a pas étudié ce problème, loin de moi cette question, cette pensée. Je sais qu'il y a eu de nombreux rapports de nos experts sur la question. Et je crois qu'il y a effectivement la politique énergétique n'est pas abordée dans son ensemble, je dirais, en Algérie. C'est exactement la conclusion qu'on a eue à notre colloque. Et c'est ce qu'il dit, monsieur Mekidesh. Et comment est-ce qu'on devrait l'aborder? Sous quel angle? L'aborder, c'est assez simple. La théorie économique, elle est simple. Ce que disait le docteur Mekidesh, parce qu'il a fait aussi des maths et de l'économie. Dr Mekidesh disait, d'un côté, vous avez le problème de nos obligations vis-à-vis de l'OPEP. C'est une chose, nous sommes membres de l'OPEP. De l'autre côté, vous avez un problème d'équilibre budgétaire. Ce sont deux choses qui peuvent s'aborder de manière différente. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire. Et je dis que c'est ce qu'il faudrait faire. On le dit depuis une dizaine d'années. Nous étions ensemble depuis des dizaines d'années. Le problème en Algérie, si vous voulez, c'est quand monsieur le ministre parlait
du taux 117%. 117, en fait, il était 117, il était de 102, et des fois, il était en dessous. 102, ça veut dire qu'on fait mieux que ce qu'on nous demande. Dans la réalité, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on laisse de côté l'économie pétrolière. L'économie vous dit, il y a un théorème, je m'excuse de parler de théorème, le théorème de Hollerith. Oui. Le théorème de Hollerith, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il se traduit par l'équité intergénérationnelle. C'est en français, mais ça veut, oui, mais il faudra nous expliquer un peu plus. Qu'on ne pense pas à nous-mêmes seulement, à notre âge, à manger maintenant, mais aussi dans 5 ans, 10 ans. Et quand vous pensez à l'équité intergénérationnelle, eh bien, le théorème de Hotelling, qui a été fait en 1920 sur toutes les ressources naturelles, qu'est-ce qu'il vous dit de manière mathématique? C'est avec le théorème du contrôle optimal. De manière mathématique, il vous dit, voilà, vous devez réduire de temps votre consommation de pétrole, même si vous avez des capacités, et le laisser pour les générations à venir. De manière très précise. Ça tient lieu de l'inflation, de la plus-value, ce sont des modèles assez... Quand vous prenez ce modèle, ensuite l'OPEP devient, j'allais dire, entre guillemets, quelle est la solution? On est membre de l'OPEP. On est membre de l'OPEP. On l'est pendant quelques années, tant qu'on est exportateur. Mais c'est allé, je crois que le Premier ministre parle 117%, c'est pour le quota. Le respect, voilà, le respect du quota. C'est ce qu'il disait. Non, mais avant c'était 102%. Mais il parle pas de l'Algérie. Globalement, non, c'est pas l'Algérie qui a dépassé, c'est le... Ah, d'accord. Globalement, le quota global. Par rapport aux 400 000 barils jour, on a dû produire... Je dirais, si vous voulez, la mise en œuvre de ce modèle, en termes de politique, c'est de dire, demain, je ne vais pas attendre que JP Morgan nous aide à avoir les $100 avec l'Arabie Saoudite et peut-être la Russie. Ce que je devrais faire, c'est aller à Hassim Saoud et tirer le maximum, non pas pour nous, pour moi, pour nous, tirer le maximum pour les générations à venir. Parce que dans 5-6 ans, il y aura un film, le dernier Babor, qui sortira 5-6 ans, hein, quand même, c'est très pessimiste comme... Ben oui, vous savez... 5-6 ans, c'est ça Disons à plus ou moins 2 années près. Je parle pour le pétrole, pas pour le gaz. Oui, on parle Je parle des exportations. Hein. Oui. Il faut parler du gaz aussi, parce que... On va parler du gaz. Pour l'instant, on va parler du pétrole. Pour donner une estimation d'encore de 5 à 6 ans. Il faut avoir en tête les chiffres vrais. Par exemple, l'Arabie Saoudite, je m'excuse d'aller en Arabie Saoudite et de revenir à Alger. L'Arabie Saoudite produit... disons, c'est 10 comme 10 millions de barils. 10 millions de barils jour. Elle a 12 millions de barils jour. Mais l'Arabie Saoudite exporte 7 parce qu'ils mangent chez eux. L'Algérie, combien? L'Algérie, on produit donc 0,9 900 000 barils jour. 984, oui. Mais ce qu'on exporte, on exporte 700 000. Et ce sont ces 700 000. Quand vous enlevez la consommation domestique qui va augmenter. Qui augmente de 5%. À 7%. Hein. Oui, je chiffre de 5%, 7% vous dites. Non, on a gelé 7, c'est 2010 à 2015 et qui va revenir maintenant. Et quand vous mettez ça, donc vous faites le calcul, vous arrivez à voir que les 700 000 barils jour d'exportation vont être zéro dans quelques années. C'est pour ça, c'est année que la loi sur les hydrocarbures a été changée. En vue de reconstituer, il y a un effort d'exploration. Le PDG de Sonatrach parle maintenant, il est revenu à 40 milliards de dollars. Oui. À un certain moment, tous les projets sont arrêtés et la loi est rentrée en application puisqu'ils ont fait un farm-out à Hassi Berkin avec l'ENI. Ils ont, je pense, ils ont une multitude de petits gisements qui étaient découverts depuis quelques années. Et je pense que le fait d'avoir revu les types de contrats, la fiscalité, etc., c'est pour pouvoir renouveler un petit peu. Mais c'est Ali a raison, si vous restez à ce niveau de production, arrivera dans quelques années, il a raison, pas longtemps, vous n'allez plus exporter parce que... Est-ce qu'il nous reste encore des capacités à explorer, à découvrir en termes de pétrole? Sinon moi-même je ne le dirais pas. Il y a énormément de choses à développer, à découvrir. Je peux vous donner un cas. Nous avons pour 100 ans, 200, je m'excuse, hein, je parle comme ça. Mais non, au contraire, vous êtes là pour ça. Oui. Nous avons, en tant qu'ingénieur, nous avons pour 100 ans à 200 ans de pétrole de schiste et de gaz de schiste. Bien sûr, l'autre dirait, là. Mais ce qu'on peut dire à l'autre, mais s'il y a une méthode qui n'utilise pas la fracturation hydraulique, il y en a une, c'est le plasma. C'est-à-dire vous enlevez avec des pulsations, ça chauffe les gouttelettes et les gouttelettes deviennent petites et elles passent. Elles passent à travers
Oui, moi, je voulais juste ajouter sur cette problématique que vient d'évoquer Ali, à juste titre, c'est la problématique de la limite de nos réserves et de nos productions d'hydrocarbures, oui. Donc gaz et pétrole. Mais la menace, elle est là. Donc lors du dernier colloque, du 6e colloque du Club Énergie, il a été mis en évidence, et il y a d'ailleurs un plaidoyer qui va être diffusé. Donc on en a parlé ici au cours de cette émission, oui, madame. Donc c'est que avant la fin de la décennie, on aura un problème d'arbitrage entre exporter le gaz ou bien répondre à la demande nationale, compte tenu de la demande qui est extrêmement forte dans le pays. Donc plus de 5%, ça a été encore indiqué. Donc ça, alors pour le pétrole, encore plus, parce que nous ne sommes pas un pays pétrolier, nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. Donc il faut miser après sur le gaz. Donc il y a ce problème de la sécurité énergétique qui pose la question des choix stratégiques que devra faire le pays, y compris en ayant le recours non seulement donc aux hydrocarbures non conventionnels, comme on les appelle, ça peut être du pétrole ou du gaz, mais également d'autres sources, les énergies renouvelables évidemment, mais aussi du nucléaire. Par exemple, maintenant, les technologies sont en train d'évoluer vers des small sky. L'électricité, on en a parlé. Exactement. Et tout ça fait que le modèle, on ne peut pas parler de l'énergie, comme le disait tout à l'heure Ali, de façon séparée, donc en séparant les différentes ressources. C'est un problème global qu'il va falloir, en intégrant ça dans le cadre de la sécurité énergétique du pays, et également donc aller courageusement et lucidement vers les solutions. Et si les solutions ont des risques, évidemment, il va falloir limiter les risques et prendre les initiatives. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, lors du dernier passage du président directeur général de la Sonatrach sur la chaîne internationale télévision, donc AL 24, je ne fais pas de publicité. Ben oui, une chaîne concurrente. Merci. Voilà, c'est une chaîne concurrente, absolument. Enfin, concurrente, il faut le dire vite, mais enfin, c'est une chaîne concurrente. Complémentaire, donc, où il disait, donc, on va reprendre, on a 40 milliards de dollars qui sont consacrés, donc qu'on va investir dans l'amont pétrolier. Mais également dans la pétrochimie. Absolument, c'est ce qui est recommandé. Voilà, donc même l'État a renoncé à ses bénéfices au profit de Sonalgaz et de Sonatrach. Et puis, il y a les gisements existants. Hassim Saoud, si vous avez la technologie et l'argent, vous pouvez augmenter Hassim Saoud 500 000 barils jour. C'est la moitié des 1 million, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de choses qui peuvent être faites, peut-être dans les médias, mais d'autres pas dans les médias. Tout c'est une question de financement également. Vous parliez tout à l'heure des chiffres, des 40... technologie, pas financement. Oui, technologie et le marché. Et le marché. Voilà. Alors, le marché pour la pétrochimie. Oui, alors vous parliez des 40 milliards de dollars à l'horizon 2026, dont 8 milliards de dollars pour 2022. Voilà, qui seront investis par Sonatrach, à condition aussi que le prix reste stable et aux alentours des $70. Oui, mais... Oui, là vous abordez le problème du coût, si vous voulez, à condition que les prix... Il se trouve en Algérie, si vous voulez, nous ne sommes pas comme l'Irak ou comme l'Arabie Saoudite avec des coûts, ou comme la Libye avec des coûts de l'ordre de 2-4 dollars par baril. Nous avons un peu plus. Mais par rapport aux autres types de pétrole, conventionnel, non conventionnel, nous sommes très bien placés, si vous voulez. La moyenne pour les pays, disons, de l'OPEP, c'est à peu près 20 dollars par baril. La moyenne. La Russie, juste pour votre information, et c'est pour ça qu'il y a un petit combat entre les Russes et nos frères d'Arabie Saoudite, les Russes, le coût est beaucoup plus élevé. Mais si vous voulez, en Algérie, à condition d'optimiser, parce qu'on parle de mix énergétique, mais le mix consiste aussi à optimiser. Nous avons des ressources. Je vais vous donner juste 2 éléments. Il y a ce dont parlait notre ami Boukhlifa, Hassim Saoud. Hassim Saoud, vous avez trois procédés qui n'ont jamais été, à ma connaissance, utilisés en Algérie. Et je me tire les cheveux, je me dis, c'est pas possible. Vous avez, avec les bactéries, c'est rien, on leur envoie du sucre à travers les puits. Vous avez, je l'ai appris là dernièrement, ça dure depuis une vingtaine d'années, ça y est, les Russes, c'est le plasma dont je parlais tout à l'heure. Et il y a, et ça j'ai jamais compris pourquoi Sonatrach ne le fait pas, nous avons du gaz carbonique à Krishba, à côté de Ain Salah, qu'on enlève du gaz et qu'on réinjecte. Et on réinjecte pour s'en débarrasser. Pourquoi ne pas le ramener par des camions? Parce que le gaz carbonique
si vous voulez, il vous permet justement de booster les gouttelettes de pétrole. Et elles passent. Parce que notre problème à Hassim Saoud, c'est que c'est un gisement qui pose problème. Il pose problème à tout le monde, même avant 56 ou en 56. Le problème, c'est qu'il y a des failles. Dans son extraction. Et aussi, il y a une très faible porosité. Donc, ce qu'il faut, c'est pousser. Soit pousser les bactéries en leur donnant à manger. Enfin, j'exagère. Oui, non, là, c'est plus clair, on comprend. Mais pourquoi ne pas avoir procédé Je ne comprends pas. D'accord, la question se pose. Souvent, on a opposé. C'est une question de financement, encore une fois ou... Oui, mais on a opposé, on a essayé même d'opposer en disant il y a à choisir entre soit vous développez les hydrocarbures, soit vous développez les énergies renouvelables. Or, ça, c'est fausser la problématique de la sécurité énergétique du pays. Il faut faire les deux. Bien sûr, il faut à la fois, et c'est ça l'optimisation, il faut à la fois, si vous voulez, développer nos ressources d'hydrocarbures, et je vous rappelle que le numéro 2 de l'Arabie Saoudite a dit de façon très solennelle: nous allons sortir le dernier baril de pétrole, nous allons le commercialiser dans notre pays. Vous vous rendez compte, pour un pays qui produit 10 millions de barils jour. Ouais. Il a encore du temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir trouver les financements pour les énergies renouvelables. Et on a fait ce premier projet de 1000 mégawatts est une très bonne chose. Donc j'espère que ça ne sera pas une... Oui, M. Bourrifa n'a pas l'air d'accord, on va attendre son avis sur la question. Oui. D'accord, mais simplement, il va falloir faire les deux et qu'il va falloir continuer à investir dans les hydrocarbures, d'autant qu'il y a des menaces extérieures. Donc on est en train de dire, bon, il ne faut pas que nos grandes compagnies pétrolières occidentales s'impliquent dans le développement de ces énergies car elles sont polluantes. Ça c'est le discours qui est dit de façon apparente, mais dans la réalité, ça n'empêche pas Total de développer des investissements colossaux en Afrique de l'Est, donc dans le GNL, dans le pétrole, et que les pays font tout pour protéger leurs investissements dans ces régions-là. D'autant que l'Afrique a besoin de ce pétrole et de ce gaz, car elle ne consomme que 3%, je dis bien 3% de ce qui est produit en pétrole. Déjà la Libye, on sait qu'elle produit beaucoup moins que ses capacités après la guerre. Non, et puis non, je voulais ajouter quelque chose pour le gaz. Le gaz n'a pas dit son dernier mot pour l'avenir, parce que maintenant, les compagnies pétrolières, c'est elles qui ont le capital, la technologie et les capacités d'innovation. Et il suffit que la technologie de capture du CO2 et du stockage, parce qu'il y a deux choses. Vous stockez le CO2 dans les gisements que vous isolez, ou là vous stockez le CO2 et vous l'utilisez par autre chose, même pour produire des carburants. Donc rien ne dit que d'ici une dizaine d'années, parce que toutes les compagnies pétrolières américaines travaillent sur ça, sur le stockage, parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, parce qu'ils te disent nous avons des milliers d'emplois, c'est bien l'accord de Paris, mais si vous arrêtez tout, ça va. Donc le problème, il s'agit maintenant, comme a dit Simstafa, un mix énergétique qui continue à dépendre d'un certain nombre d'années sur le fossile, la condition qu'un baril propre soit produit. C'est-à-dire un baril propre, c'est-à-dire à l'avenir, par exemple avant 2030, si vous faites une centrale à gaz et vous prenez les émissions que quand vous brûlez le gaz, vous avez des émissions, si vous réussissez à les réinjecter, vous pouvez continuer à faire les centrales à gaz. Donc, il ne faut pas opposer les choses aux autres. Et puis, deuxièmement, vous ne pouvez pas faire d'énergie renouvelable si vous n'exportez pas. Avec quel argent vous allez faire Vous parlez de project financing. Moi, je doute fort qu'il y ait que pour faire un programme d'une aussi grande ampleur. Vous pouvez faire quelques petites centrales peut-être, mais pour faire de grands projets... Qui couvriraient l'ensemble de vos besoins. Vos besoins, c'est pas... Donc, les énergies renouvelables sont une partie du mix énergétique. Et rien, le débat, on a eu un débat dans le club là, d'énergie sur le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Est-ce qu'il avait dit à M. Harka que les énergies fossiles avaient encore... C'est un secteur encore florissant pour de nombreuses années encore. Vous pouvez dire, mais on va t'envoyer le lien. Non, je vais le regarder, mais c'est-à-dire que je ne suis pas influencé, c'est-à-dire que c'est un avis. Donc,
En tout cas jusqu'en 2050. Non, 2050, ça c'est le Conseil mondial de l'énergie. Hein. Oui. Si vous permettez, c'est pour rejoindre ce qu'a dit M. Bourkhlifa, mais en schématisant. Voilà le problème pour l'Algérie, si vous voulez. Oui. Nous le vivons depuis que nous étions au ministère, ensemble, à Sonatrach. Le problème de l'Algérie, elle va vers le zéro et elle a l'infini. Voilà le véritable problème. Mon problème à moi, c'est l'infini. Je vous donne un cas très simple. Oui. Vous voyez, on nous parle de l'extérieur, de l'étranger. CO2, 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 CO2. Mais comme le dit M. Bourkhlifa, ou la CO2, même en Algérie, il y a un ministre, je ne me rappelle plus de son nom, il y a 2 mois, il parlait d'hydrogène vert. Oui, bah oui, on en a parlé. Oui, alors que l'hydrogène vert, nous, l'Algérie, c'est pas l'hydrogène vert. Je m'excuse, je ne fais pas de régional, pas de régionalisme. Tu as raison. C'est l'hydrogène bleu, ou le bleu. J'ai, à Cap Dinet, je le dis, ça ne se sait pas peut-être au ministère de l'Énergie ou la des Mines, à Cap Dinet, qui est à côté d'Alger, où il y a un dessalement. Nous avons des minéraux pour éliminer le CO2 ou si vous voulez, pour l'Algérie. C'est pour ça que je parle le zéro et l'infini. Le zéro, pour moi, le zéro, ne plus avoir de pétrole à exporter dans 7 ans, alors qu'il n'y a pas d'alternative, parce que je n'ai pas eu de projet de diversification économique, pour moi, c'est une absurdité. Donc, je ne veux pas ce zéro. Je veux l'infini. L'infini, c'est quoi? Je prends par exemple l'électricité. Pas seulement l'électricité pour l'Algérie, l'électricité pour l'Afrique. Pas seulement l'électricité, les équipements. Eh bien, vous voyez, nous avons en Algérie ce que j'appelle l'infini. Oui, nous avons l'infini. Pour faire l'électricité, vous avez le gaz naturel, qui est ici, dont 80 milliards à 70 milliards peuvent être récupérés à Hassim Saoud si on fait d'autres techniques de récupération tertiaire. Par exemple, la bio avec les bactéries, etc. Donc 70 à 80 milliards qui sont injectés uniquement parce qu'on fait de la récupération secondaire. Classique, donc on envoie de l'eau et des gaz. Il y a ça. Il y a l'hydrogène bleu. Personne, ni l'Europe, ni les États-Unis, ne nous demandent d'arrêter d'exploiter l'hydrogène. Ce qu'ils disent, l'Europe, ce qu'elle dit, c'est l'hydrogène bleu où vous laissez le CO2 en l'air ou là. Mais le CO2, il n'y a aucun problème. En Algérie, il y a une demi-douzaine d'endroits où on extrait le CO2. On le met le tête comme Krishba, comme puis on est un petit pollueur. Oui, oui. Donc, bien sûr, on ne pèse pas dans la balance. On a du gaz, je dirais avec le gaz de schiste, pour 1 siècle ou 2 siècles. Je sais ce que je dis. Troisièmement, chose qu'aucun pays n'a. Je ne parle pas de tous les pays, je parle de l'Algérie. De l'Algérie. Eh bien, nous avons par exemple de quoi faire d'électricité, et donc faire des usines d'électricité, des centrales électriques, en plus des centrales à gaz naturel. C'est avec quoi? Le nucléaire. J'en ai jamais... Une autre forme de nucléaire, mais ce qu'on appelle le fertile, le nucléaire fertile, qui ne pose pas de problème, ni d'accident, ni rien. Et ça, c'est avec le thorium. Et qui est-ce qui a... Pourquoi maintenant je m'y intéresse? Parce que les États-Unis s'y intéressaient depuis 50 ans, c'était difficile. Ben, la Chine vient de démarrer son réacteur à thorium, et ce qu'ils appellent SMR, Small Modular Reactors. Ce qui est intéressant... Les Français, les Roumains. Oui, les Français, les Roumains, oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez. Moi, je rêve pour mon Algérie. C'est pour ça que je parle de l'infini. Il y a le zéro qu'on nous impose, certains, et puis l'infini qu'il faudrait imposer à l'Algérie, aux jeunes. Le thorium, c'est quoi? On a des alternatives qu'il faudrait exploiter dès maintenant, puisque vous dites que finalement, il ne reste que 7 ans. Que le SMR a fait l'objet d'une communication c'est parfait. Par le professeur Aït Abdrahim, qui est en Belgique, qui est un professeur donc, qui enseigne à l'université l'industrie nucléaire, et qui a fait donc un exposé sur ces questions-là. Et d'ailleurs, la Belgique, en sortant du nucléaire, va conserver les SMR, donc les Small and Medium Reactors. Et juste pour être rapidement pour revenir au thème de l'émission. Donc les Small Modular Reactors, si vous voulez, vous pouvez les fabriquer dans une usine et en fabriquer une 50aine. C'est ce que vont faire les Chinois. Ce qui est intéressant, moi je pense à l'Afrique comme marché. L'Europe, c'est... et nous pouvons faire, et ça ne pose aucun problème. Vous pouvez les mettre dans votre garage, dans un village, ça ne consomme pas d'eau. C'est des modules de 50 MW. Extraordinaire.
C'est pour ça que je parlais d'infini pour l'Algérie. Oui, voilà. On pourrait les atteindre si on commençait à... Du thorium, nous avons le plus gros gisement du monde, ici en Algérie. Les gens ne le savent pas. Où ça? C'est un secret d'État. C'est avec les terres rares. Les terres rares. On a aussi un grand potentiel en terres rares. On s'éloigne un petit peu du sujet, on va revenir un peu aux hydrocarbures et au pétrole. Alors on a souvent dit, en Algérie en tout cas, qu'on exporte du pétrole brut. Pourquoi on n'investit pas dans le raffinage, dans la transformation? La question se pose aujourd'hui, avons-nous les capacités? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce qu'il faut aller vers ça aussi? Vous avez le raffinage et la pétrochimie, c'est deux choses différentes. Le raffinage, c'est une technologie simple qu'on fait depuis une éternité, une colonne de distillation, quelques équipements. Et nous sommes maintenant à 30 millions de tonnes, 25 millions de tonnes à base de pétrole, de brut, et 5 à base de condensat. Et ça, jusqu'en 2000, on était satisfait pour les produits pétroliers. Ensuite, avec l'explosion de la demande du marché, 5 millions de véhicules, on s'est retrouvé en difficulté. Et vous savez, il y a eu, à force de tergiverser, on a commencé par parler de 25 millions de tonnes à Tiaret. Et d'ailleurs, je rends hommage à Seali, qui avait dénoncé en 100 ans 25 millions de tonnes. Vous n'avez pas de charge. Comment vous allez faire loin de la mer? Comment vous allez faire fonctionner? Donc maintenant, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils font une centrale, une raffinerie à Hassim Saoud. Là, pour le raffinage, on maîtrise bien et on a toujours fait des raffineries sans problème. Maintenant, la première raffinerie, c'était à Arzeux, donc il y a été... Maintenant, le problème, il y a d'autres activités qu'on maîtrise aussi, comme le GNL. C'est de la transformation du gaz naturel. Vous expérimentez l'éthane et puis vous le liquéfiez. Donc, pour la pétrochimie, c'est un sujet récurrent. Comme le projet d'ailleurs de phosphate de TBSA. On les a traités 1000 fois. C'est-à-dire, on en parle. Et puis, je crois que le complexe de Skikda, où Seali était directeur dans le temps, a été fait pour Boumedine. Oui, il a été signé en 69. Complexe. Et je donne juste un cas, je m'excuse juste pour dire du bien de nos amis, des directeurs, Salah Bouabcha, tout ça. Salah. Le complexe, j'ai commencé donc dans la production. À l'étranger, 5 milliards de dollars. En Irak, 5 milliards de dollars. Je ne peux pas donner le chiffre, mais ça fait rien, c'est ancien. C'est revenu et personne n'a essayé de tricher. Disons 270 millions de dollars. Oui, je voudrais juste pour la... 6 usines, les 6 premières usines du monde, d'Afrique et du Moyen-Orient. Le Qatar, Jamorana, Saoudia, Jamorana. J'étais directeur. Ce que je voudrais dire simplement, ce que je voudrais dire, c'est que... Laissez-le terminer son idée, je vous reprends. Oui, monsieur Bourkhlifa. Donc maintenant, ce complexe-là, le seul complexe qu'on a, pour vous donner une idée, c'est l'éthylène qui est la base pour la pétrochimie. Vous devez faire soit vous le tirez de l'éthane, vous craquez, vous avez de l'éthylène, comme on faisait à Skikda. L'éthane, on avait du GNL, on craquait, on a de l'éthylène, on a des unités de PVC, PhD, etc. Quand l'accident du GNL a eu lieu, l'unité d'éthylène s'est arrêtée. Ensuite, il y a des gens qui ont eu l'idée de fermer complètement le complexe. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous ne produisons pas une tonne d'éthylène sur une production totale dans le monde qui dépasse 165 millions de tonnes d'éthylène. On importe tout. Maintenant, pour faire la pétrochimie, ils vous ont dit certainement avant, le capitaux, ça coûte très cher. Les économies d'échelle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire un steam cracking, une usine d'éthylène à 5 milliards de dollars, 500 000 tonnes, si vous n'avez pas le marché. Donc vous devez avoir un partenaire qui dispose du marché. Et tout ça, c'était connu depuis très longtemps. C'est-à-dire, à chaque fois, on a fait des études avec plusieurs compagnies internationales. Il y a eu des alertes, il y a eu des études. On a calculé les différences TRI. Et il fallait jouer sur le feedstock, sur la matière. Parce que, comme je vous ai dit, on peut utiliser le naphtha, le GPL. On peut faire des trucs alternatifs. Et donc, et à chaque fois, on a buté sur ces choses-là. Maintenant, pour faire un steam, il faut trouver le marché. Parce que si vous produisez 500 000 tonnes d'éthylène
Et parce que la pétrochimie, comme je vous ai dit, le raffinage, vous faites des produits et vous vendez. C'est fini ta phrase, les essences. On va vous donner la parole. Il ne faudrait pas être trop technique et essayer de simplifier pour le téléspectateur aussi, pour qu'il puisse comprendre tous les enjeux. Pour la pétrochimie, vous ne pouvez pas faire un projet, vous devez faire une grappe de projet pour utiliser votre matière. Alors, je rebondis sur ce que dit Khaled à juste titre. À Skikda, il y avait le projet, donc il y avait donc le complexe des matières plastiques de Skikda, donc qui produisait à partir de l'éthane fourni par le GNL d'ailleurs. Donc l'intégration, donc faire avoir donc de l'éthylène et les autres, donc et également donc à partir du sel produire du chlore et de la soude, etc. Mais simplement c'est que c'était ce projet du temps de Boumedienne, comme vous le dites, et comme je l'ai vécu. On avait, donc j'étais le directeur de la zone industrielle de Skikda, on avait ce projet, mais il était intégré dans un processus industrialisant, avec 40 ateliers pétrochimiques, et dont on avait préparé les plateformes, on avait préparé, sauf qu'on avait mis les trois projets structurants, c'était la raffinerie, orientée vers la pétrochimie, celle de Skikda, elle était orientée vers la pétrochimie et non vers les carburants, le complexe de matières plastiques de Skikda, et on avait donc la possibilité, et puis ensuite tous les ateliers, et donc, qui permettaient donc d'avoir des produits prêts à être utilisés dans notre industrie de plasturgie. Oui. On importe actuellement. Ce qui fait que ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que les investissements ont été arrêtés. Pour une vie meilleure, c'était un autre temps. Oui, toujours ces décisions qui sont prises. Finalement, on se disait il faut se positionner maintenant à l'instant T et tirer profit des expériences passées. Tout à fait. Ce qu'il faudrait faire. Maintenant, pour revenir à l'impact que la hausse des prix a aujourd'hui sur nous à l'échelle mondiale, il y a aussi plusieurs facteurs qui sont déterminants sur l'avenir, puisqu'on se disait on ne peut pas trop se projeter. Il y a aussi ces réserves stratégiques qui ont été sorties par plusieurs pays, les États-Unis, la Chine. Est-ce que c'est pour casser les prix aussi? Est-ce que ça peut avoir un impact finalement? Pour l'instant, pas encore. Non, c'est des questions de sécurité nationale. Parce que le quota n'a pas été atteint encore. Non, ces questions de stockage stratégique dont vous parlez, ça rentre dans la sécurité énergétique, c'est des plans. Et chez nous aussi, ça existe. Donc, on a, par exemple, pour les carburants en tout cas, donc, où il y a des stocks stratégiques en matière de carburant et en matière de... C'est ça, donc c'est des modèles qui fonctionnent. Tous les pays le font. Donc, simplement... Mais pas pour casser les prix? Ça peut être utilisé. Les États-Unis l'ont fait. Vous faites bien de rappeler cet exemple. Les États-Unis ont essayé de déstocker chez eux, donc ont déstocké chez eux pour alimenter l'Europe en particulier. C'est le consommateur qui a poussé. Oui. Pourquoi? Parce que l'inflation a atteint des taux aux États-Unis de 6%. C'était quelque chose de... Donc le prix au consommateur des produits pétroliers était trop cher. Et comme les élections arrivaient à mi-terme chez eux, il fallait faire quelque chose. Donc ils ont fait pression. Ensuite, ils se sont dit, on va noyer le marché avec les stocks stratégiques. Mais ça n'a pas donné d'effet. Oui. Je peux terminer ma phrase. Pour terminer ma phrase, simplement, je voulais dire donc, que ces questions de stockage stratégique en Chine, évidemment, donc vous voyez ce qui s'est passé pour le gaz, pour le pétrole, c'est la même chose. Donc on essaye donc d'avoir le maximum pour anticiper l'augmentation des prix. Ça peut être une possibilité, mais également, ce que je voudrais souligner simplement, c'est que pour le gaz, les États-Unis, les industriels du gaz de schiste qui sont tous privés aux États-Unis vont prospérer. Le gaz de schiste aux États-Unis va prospérer et par conséquent, les États-Unis, leur stratégie, c'est de prendre la place de la Russie, par exemple, pour alimenter en Europe, en GNL qui provient des États-Unis, à partir du gaz de schiste, l'Europe. Et c'est pour ça, vous voyez tout le débat sur le Nord Stream, tout le gazoduc qui vient à travers la Baltique de Russie sur l'Allemagne. Donc les États-Unis ont la position de dire nous, on veut plus de ce gazoduc parce que la sécurité énergétique de l'Allemagne va en dépendre. D'autant que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Toutes ces questions sont liées. Donc. Pour revenir à ces prévisions de $100 le baril, est-ce réellement réalisable ou pas? Si on prend tous les facteurs, on sait que l'Iran n'est pas encore revenu sur le marché, il devait revenir sur le marché. La Libye qui ne produit pas tous ses quotas, le Nigeria également. Est-ce que ces prévisions pourraient s'effondrer ou pourraient se réaliser? Si vous voulez... on ne sait pas encore. Il y a une incertitude et ça va dans les deux sens. Et la pandémie aussi, on l'oublie. Ce que j'ai toujours en tête, si vous voulez, sont les études faites par les États-Unis. Elles ont l'avantage d'être transparentes. Donc par l'administration américaine. Et eux vous font toujours
vous donne une moyenne, donc c'est celle qu'on retrouve à peu près, et puis donne toujours un prix pessimiste à 10% et un prix optimiste à 90%. Si vous laissez $100, bien sûr, ça peut se faire en une seconde, en une journée, en un mois. Je n'y croirais pas, si vous voulez, pour un long terme. Pourquoi? Pour une raison bien simple. C'est à cause des coûts marginaux des différentes sources d'hydrocarbures. Vous avez l'offshore, vous avez même le plus... Et l'offshore chez nous? Eh bien, l'offshore, peut-être, c'était pas disons, d'actualité il y a quelques années à cause des coûts. On en a parlé, oui. À cause des coûts, mais maintenant, ça pourrait devenir, mais à condition peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Mais le laisser en dernière alternative? Oui, si vous voulez, la probabilité de tomber sur du pétrole en Méditerranée, qui posent problème. Oui. Et les coûts aussi sont élevés. Il y a 2000 mètres de mer, et puis ensuite aller jusqu'à 3 000. Mais on l'a déjà fait et ça n'a pas marché. Ce que je veux dire là pour les $100, ça ne peut pas rester longtemps à $100, même si JP Morgan le dit, ça ne peut pas rester. Pourquoi? Parce que si ça reste longtemps, une année ou 2 années, les Occidentaux, je parle du Canada, les pays qui ont des pétroles non conventionnels, y compris la Russie qui a un pétrole conventionnel, mais donc ils se mettront à produire et les prix redescendront. Les prix, si vous voulez, il y a... il faut profiter pour investir tant qu'ils sont à la hausse. Oui. Alors, nous sommes dans une situation de marché où l'Irak est revenu. L'Irak est revenu donc de façon forte. On va conclure, il nous reste moins de 2 minutes. Ce que je veux dire, c'est que sur ces $100, il est possible. Qui pouvait s'imaginer, il y a un an simplement, il y a un an, 12 mois ou 16 mois en plein Covid, que le prix du baril qui était à moins de $20 se retrouve à $80 un an après. Donc $100, c'est possible d'être atteint, d'autant que les grands producteurs produisent déjà, donc la Russie. Mais sur le court terme, parce que selon le court terme, non, c'est pas sur le court terme, ils ont des réserves longues. La Russie a les réserves les plus longues avec l'Arabie Saoudite. Donc les 10 millions de barils jour que vont produire ces pays-là, elles structurent le marché mondial en quelque sorte du point de vue du poids. Donc il reste, même le Venezuela est en train de revenir du point de vue de sa production. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la demande pétrolière va être grande, contrairement à ce que pensent certains, et que ce $100 peut être atteint. Peut être atteint. Ce n'est pas un souhait, c'est une projection. C'est un souhait peut-être aussi pour nous, non? Oui, je me dis, mais si on souhaite, on tombe dans l'émotion et puis il faut, à condition de ne pas rentrer dans la rente et d'investir justement pour plus tard. Un dernier mot pour conclure. C'est juste... Il nous reste combien de temps? Oui. Non, 1 minute. C'est-à-dire, si je prends l'expérience du gaz, où j'ai vu en mois de décembre, les Américains sont les premiers exportateurs de GNL au monde pour le mois de décembre. Ah bon? Avant, les Qataris, les Australiens et les Qataris, alors qu'ils étaient 3e. Ils étaient inexistants. Avant le Covid, ils avaient décidé qu'ils devaient faire 20 GNL pour inonder l'Inde et la Chine, parce que la demande pour le gaz les 5 prochaines années, c'était... Donc quand je vois tous ces changements dans le gaz, il est très difficile, à mon avis, de prévoir quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut être prudent, comme a dit Saadi, minimum, maximum, et savoir utiliser le peu d'argent qu'on a, ce qu'on a au fur et à mesure. Merci. Oui, très rapidement, 5 secondes. Pour mon mot de la fin, si on ne sait pas quoi faire, si on n'a pas de politique énergétique, pas en Algérie, mais disons quelque part, développer Hassim Saoud par la récupération tertiaire, ça permettra de récupérer du gaz, développer avec de nouvelles technologies le pétrole, disons le tight, parlons pas de schiste, ça reste entre nous, le tight oil. Il faut l'expliquer, sinon, si tu as donné le terme. On n'a plus le temps vraiment de l'expliquer, désolé, on arrive vraiment en termes d'émission, on doit rentrer en tête. Pour conclure, moins coûteux. Développer les ressources alternatives, hydrogène, pour... Bleu, on l'a compris. Le bleu, oui. Plus le thorium. Très bien. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On est arrivé au terme de l'émission. Je sais que j'aurais pu vous donner une heure de plus une spécialiste pour du domaine pétrolier. En parler encore. On reviendra pour une autre émission pour expliquer davantage l'impact sur notre pays. On a déjà pris option.
on va venir donc présenter le plaidoyer. Vous allez revenir, voilà. Rendez-vous est pris avec vous, Monsieur Mekitesh. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.